La Relève, le podcast qui interviewe les entrepreneurs de demain, dans le détail, sans filtre, avec une ambiance légère et un maximum de valeur. Parce que les génies n'attendent pas de faire toutes les erreurs, ils apprennent de celles des autres. Si tu veux comprendre le futur du business, t'es au bon endroit. Bonne écoute. Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 7 de La Relève, le podcast des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, Philas, il était pas là parce qu'il est trop dans le rush là, son entreprise, c'est vraiment chaud. Du coup, j'ai proposé à Maxime, mon associé chez Groslo, de nous rejoindre pour co-host ce projet. Si tu peux te présenter, Maxime. Merci beaucoup Mathis déjà pour l'invitation et pour cette petite introduction. Pour me présenter rapidement, déjà dans Maxime, voilà, je suis associé de Mathis sur le projet Groslo, donc tout ce qui va être autour de la fidélisation client avec cet aspect gamification, etc. Et j'ai aussi une activité, je propose voilà des infrastructures IA pour tout ce qui va être automatisation de processus dans les entreprises, les organisations. Voilà, et c'est avec un grand plaisir qu'on va rencontrer Kelvin aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut limite directement Ouais, transitionner. bonne transition. Ouais. Voilà. Merci à vous deux de m'avoir invité sur ce podcast. Du coup, moi, c'est Célien Boileau, originaire de Grenoble. J'ai rencontré du coup Mathis il y a 2 semaines, après une discussion, une visio. Et voilà, il m'a proposé de venir sur La Relève et ça avait été un plaisir d'être là aujourd'hui. Ok, excellent. Si tu peux nous parler, t'as quel âge toi? Tu viens de Grenoble. J'ai 24 ans là, je vais sur mes 25 ans en mai. Ok, donc tu fais 2001 ça? C'est ça? C'est ça, 2001. Excellent. Si tu peux nous expliquer un peu, t'as fait quoi comme études, comment tu t'es retrouvé dans la situation dans laquelle t'es aujourd'hui, etc. C'est quoi le pourquoi du comment? Et bah alors, mes études, juste après mon bac, moi, je suis allé en fac d'économie-gestion. J'ai fait la première année. J'ai eu ma première année. En deuxième année, je me suis dit que c'était pas forcément pour moi, la fac. J'étais pas forcément très bon, et cetera. Je me suis directement, réorienté en BTS, NDRC. NDRC, c'est, commercial. Globalement, tu apprends le commercial et un peu aussi un module de digitalisation. Là, j'ai un peu plus aimé, même si j'ai toujours voulu entreprendre. Ça, depuis tout petit, je le savais. Donc à la fin de mon BTS, en fait, je me suis directement lancé, j'ai tout arrêté. Et 1 an après, avoir arrêté, j'ai lancé Maël et Romain, du coup mes 2 associés que je vous présenterai un peu après. Hem, on a parlé autour, d'un verre de créer du coup, Winoble, une agence web. Et donc voilà, là ça fait, 3 ans on a monté Winoble. 3 ans, qui est une agence d'acquisition digitale. Ok, excellent. Et comment ça s'est fait? Pourquoi l'acquisition digitale? Est-ce que ça a été un réflexe et un peu une référence et une logique un peu pour vous trois? Enfin, peut-être que ça a été aussi lié à la rencontre de tes associés. Si tu peux en parler un peu, ça s'est passé comment? Pas forcément ça s'est fait naturellement, mais au début on n'était pas dans l'acquisition digitale. Faut savoir que Ok. Maël, du coup mon associé, lui s'occupe mon associé et meilleur pote, s'occupe, de la partie technique, donc c'est le CTO. Romain, lui, plus de la partie marketing et moi plus, gestion de projet et commercial. Commercial aussi, Romain, bien sûr. Donc au début, on voulait créer une agence web, mais c'était très basique parce que on savait faire des sites. Moi, j'avais fait ça durant mes études. Maël était développeur. Donc, on est allé dans le business un peu très simple de créer des sites. Au début, c'était plus axé design. Pendant bien 1 an, de 2023 jusqu'à 2024. Et à 2024, on s'est dit que c'est pas ça. Nos clients demandaient vraiment pas ça, pas juste un site design. Ils voulaient vraiment des résultats. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à apprendre, s'axer sur le référencement naturel, à tester des choses, à mettre ça en place, à augmenter aussi nos prix pour vraiment maintenant essayer d'accompagner nos clients sur un site. Ça reste toujours le cœur de métier, mais sur ce qu'il y a autour, vraiment dans le but d'avoir des clients à la fin. Donc voilà, là, ça fait vraiment depuis 2 ans qu'on est sur de l'acquisition digitale à proprement parler. Pour dire, t'as dit que tu t'étais associé avec tes meilleurs potes. Ça, c'est un sujet qu'on voit beaucoup parfois. C'est c'est difficile et tout. Enfin, toi, comment ça se passe? Et bah ouais, du coup, en fait, donc on se connaît depuis le collège, on se parlait vraiment au lycée, donc à partir de la seconde. Et en fait, avec du coup Maël et Romain, on a toujours voulu entreprendre, chacun de notre côté ou ensemble. Ça veut dire qu'au lycée, on faisait des plans sur la comète, mais on voulait toujours avoir des locaux, faire des choses ensemble, plein d'idées, mais on n'a jamais osé lancer un truc. Après, on a fait 2-3 projets ensemble comme, de l'e-commerce, et cetera, mais ça n'a jamais abouti. Et en fait, ça a été, donc Ok. un jour une évidence de créer. Et pardon, j'ai oublié ta question, la fin, c'était, comment ça se passe, et cetera? Ouais, c'est ça. Et globalement, non. Alors, il y a des côtés négatifs, bien sûr.
parce que, on est potes, voire meilleurs potes, donc des fois, c'est aussi plus dur, surtout au début. Maintenant, ça va après 3 ans. Au début, c'est dur de se dire les choses en face et cetera parce que on est potes et cetera. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, bah, tu à le dire parce que t'as pas envie que ça vienne gâcher ta, relation amicale que tu as avec. L'amitié. C'est ça Ouais, c'est l'amitié et c'est super important de, de garder cette amitié et aussi garder ce côté professionnalisme. Donc au début, c'est vrai que c'est un peu dur de se dire les choses et du coup, tu avances peut-être un peu moins rapidement au début, en tout cas quand tu t'associes avec des potes. Mais au bout de 3 ans, en fait, tu sais quoi faire. Tu as tes moments d'amitié, tu as des moments où on est juste associés. On se dit les choses et faut juste pas être susceptible, même si parfois c'est dur. Faut pas que quand, le week-end on se voit hors business, bah, que ça gâche les relations. Donc ça, maintenant, on est tous au courant, mais c'est vrai qu'au début, bah, c'est un peu compliqué et je pense que la première année, honnêtement, on a avancé peut-être un peu au ralenti pour ça, parce qu'on se parlait pas, parce qu'on était plus potes et maintenant il y a vraiment ces temps d'associés, ces temps de potes et voilà, les côtés positifs, bah, c'est juste incroyable de créer des choses, avec ses potes. Il y a très peu d'embrouilles, il y a toujours des frictions parce qu'on est associés, c'est normal. Mais voilà, c'est juste incroyable, de faire des soirées. La semaine, tu es avec tes potes, tu crées quelque chose et d'avancer ensemble, quoi. un masterclass. En soi, on connaît, bon, séparer le pro du perso, pour ça, bon, en soi, on connaît, mais est-ce que, en termes de pro, est-ce que vous avez là, actuellement, vous êtes dans quel environnement chacun? Vous êtes tous les 3 fini les études en full time, sur Winoble? Est-ce que vous avez, il y en a qui sont en alternance? Ça se passe comment ça niveau, répartition du temps? Est-ce que vous travaillez tous les 3 à 100%? C'est surtout ça ma question. OK. Alors, la première année, il y avait juste Romain qui était encore en études. Nous, avec, Maël, on avait complètement arrêté la première année de Winoble, hein. OK, ouais, ouais. Il y avait juste Romain en études, sauf que à partir de la deuxième année, donc il avait enfin la deuxième semestre, pardon, il avait un stage, donc il l'a fait chez Winoble. Donc à partir de là, en Ah fait, oui, on a été les 3 en full time. Maintenant, répartition du temps, des tâches et cetera, on a tous arrêté tous nos projets. Même moi, avant, je bossais à côté, j'étais livreur et aussi en gestion d'une pizzeria. J'ai complètement tout arrêté quand on a décidé pour être à part égale et donc maintenant, on est tous en full time. On essaye de bosser, les mêmes heures, chacun, de mettre les mêmes efforts dans WinUp chacun et voilà, pour pas faire aussi, d'embrouilles, au final. OK. Très, Ouais, très c'est bien. important. Et je pensais aussi, Winoble, vous êtes 3. Est-ce qu'il y a que ce côté parce qu'on est en plein dedans aussi avec, Groslo, c'est pour ça que j'y pense. Vous avez pensé vous êtes toujours pro, vous êtes passé en société, ça se passe comment ça? Bah, alors au début, on était en auto, comme, tout le monde. C'était le régime le plus avantageux pour nous. Donc on facturait chacun de notre côté, certains clients. Quand on a dépassé les seuils, on est monté en SARL il y a 1 an, donc en février OK. 2025. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est resté. Et tout ce qu'il y avait vous aviez, fait, ce que j'y pense aussi, mais pacte d'associés, la totale ou c'était, bon, vous êtes partis peut-être que vous faisiez confiance? Non, bah, on est obligé de enfin, on a directement fait le pacte d'associés parce que même si on est meilleurs potes, même si on se fait confiance, un pacte d'associés, bah, ça vient juste poser les termes et c'est «grâce à ça» entre guillemets, tu peux pas avoir d'embrouille et ne pas faire de pacte d'associés. Moi, j'ai discuté avec, des entrepreneurs où, bah, à la fin, tu te retrouves, en justice, heu, enfin, en fait, c'est obligatoire aujourd'hui de faire un pacte d'associés, même avec tes meilleurs potes. C'est juste pour poser les bases de la collaboration, quoi. OK, ouais, non, mais clairement. Bah, c'était la bonne réponse, hein, mais c'était au cas où et je me suis dit: «Bon, peut-être que, comme vous étiez vraiment meilleurs potes, ça aurait pu être différent», mais OK. OK, Ça très aurait bien. pu. On a réfléchi, mais on s'est bien fait conseiller sur ce sujet. Parce que c'est un investissement mine de rien, donc je sais que ça peut être mine de rien une friction aussi au début, donc ça va dépendre, mais OK, parfait. Moi, je me demandais, Winoble, d'où ça vient, en fait? C'est quoi tout le storytelling autour de Winoble? Alors le nom Winoble, juste le nom? Ouais, par exemple. Alors le storytelling de juste le nom de Winoble, on n'est pas allé chercher bien loin, même si ça a été long de le trouver. Mais Winoble, globalement, il y a Grenoble dedans et il y a Web, ça a fait Winoble. Donc il y a pas forcément de storytelling derrière le nom. Mais par contre, ce nom, bah, il nous représente vraiment et je trouve qu'il est aussi impactant et il y a pas mal de gens qui retiennent Winoble, donc c'est assez cool. Je pense qu'on a trouvé le bon nom. Moi, je Non, trouve que c'est stylé aussi parce que ça fait aussi le jeu de mots «oui, noble», genre «nous sommes nobles», genre, je sais pas si tu fais du premium un peu, ça fait un peu un double sens. C'est vrai. Bon, alors le mot noble, on l'enlève un peu de notre DA, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous le disent aussi. Ça peut aussi être le côté premium, c'est vrai.
Il y a plein de choses. Pour une agence web, je trouve que c'est pas mal. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Webflow et Grenoble. Alors que c'est vrai que c'est plus logique web, mais Et bah, c'est encore mieux, comme on fait des sites sur Webflow, ça fait tout. que ouais, bah, ça me fait une autre question. Vous êtes essentiellement sur Webflow ou des fois, en fonction de la demande client, vous pouvez vous adapter, ça se passe comment à ce niveau? Alors, on travaille essentiellement sur Webflow. On a fait des sites, des refontes de sites, enfin juste des abonnements SEO, pardon, sur du WordPress, et cetera. Mais maintenant, on refuse OK. complètement si c'est pas sur Webflow et on reprend les projets de A à Z. OK, OK, excellent. Et là, tu me parles de clients. Si tu me permets, Mathis, est-ce qu'on peut parler d'acquisition? Comment ça parce que du coup, tu nous as expliqué, effectivement, vous avez chacun avait un rôle, c'était plutôt, si je dis pas de bêtises, Romain? Non, c'est plutôt toi commercial et Romain à l'arrière qui pouvait être aussi t'aider, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que vous avez mis en place des ads? Est-ce qu'il y a du personal branding dans ça? C'est quoi un peu, Mmh. ce qui a été mis en place actuellement? Alors sur la partie commerciale, juste c'est du coup, c'est Romain plus moi, mais c'est plus lui qui, Ouais. lead le commercial. Après moi, je garde tout le temps mes R1, R2 et closing parce que j'adore ça. Maintenant niveau acquisition, comment ça vient à nous? Au début, c'était énormément, de prospection. Donc, les 2 premières années, faut savoir que la première année, on s'est vraiment enfin la deuxième année pardon, on s'est vraiment axé sur les architectes d'intérieur, donc juste le marché des architectes en France. Et donc là, c'était simple, on faisait du cold call et on faisait, de la com dessus, plus du setting LinkedIn sur mon compte parce que j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Donc ça, c'était, je pense 70 de notre, chiffre, c'était setting plus cold call. On a fait, je sais pas combien d'architectes, mais je pense qu'on en a contacté au moins 8 000. Ça, c'était vraiment les 2 premiers axes. Une fois qu'on avait pas mal de cas clients au niveau architecture, enfin niveau architecte d'intérieur, il y avait pas mal de recommandations de bouche à oreille. Et maintenant, là, on a pris le choix en 2025, fin 2025, de arrêter les architectes d'intérieur pour différentes raisons et de s'axer uniquement sur les startups et TPE. Et depuis, on essaye aussi d'inverser la tendance de outbound et d'inbound et d'avoir de plus en plus de leads qui viennent du référencement naturel parce que c'est ce qu'on fait et on a des leads. Du personal branding que j'ai commencé il y a pas longtemps. Ads, on a testé, mais ça a été plutôt un échec. Donc voilà, on essaie vraiment de faire de l'acquisition entrante plus que de la prospection. Et la prospection aujourd'hui, on l'a déléguée et c'est en phase de testing. On a délégué setting plus mailing. Comme ça, on fait plus et ça nous alloue du temps pour nous derrière de faire du contenu, etc. Quand tu dis sitting, c'est quoi sitting, en appel téléphonique? Alors setting, c'est tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est, d'aller tout simplement contacter des gens sur LinkedIn et OK. d'envoyer un message à froid et d'essayer de décrocher un rendez-vous. Donc ça, au début, je l'ai fait, moi seul, en complément de la création de contenu. Parce que la création de contenu aujourd'hui, ça suffit pas, surtout sur LinkedIn. Faut vraiment aller chercher soi-même le client, même si le contenu, ça fait de l'autorité. Et nous, on a vu la différence entre mon compte qui poste et le compte de Romain qui postait pas. La différence, elle est flagrante. Mmh. Il avait très peu de rendez-vous et moi, le niveau de rendez-vous que j'ai eu, grâce à LinkedIn, parce que je poste et parce que ça donne de l'autorité, bah, c'est assez flagrant. Mais voilà, on fait quand même du setting, donc d'envoyer des messages pour aller chercher les rendez-vous parce que ça augmente tout simplement le taux de rendez-vous. Et OK. au moment où vous essayez de cibler les architectes, enfin, parce que nous, dans Gros Lot, on a un peu ce truc de les restaurateurs, parce que nous, on vise plus les restaurateurs, ils sont pas forcément sur LinkedIn. Moi, j'ai un peu OK. ce même a priori sur les architectes. Et du coup, pour toi, genre, c'est une mauvaise croyance, potentiellement? Est-ce que les architectes d'intérieur ne sont pas sur, LinkedIn? Ouais, par exemple. Alors déjà, il faut savoir que les restaurateurs sont sur LinkedIn. Les architectes aussi, en fait. Pour moi, tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui. Peut-être les restaurateurs un petit peu moins, mais encore, j'ai déjà essayé de prospecter et en fait, tout le monde a un compte LinkedIn pour voir, ce que le concurrent fait, et cetera. Mais les architectes d'intérieur, si, il y a tout le monde et c'est une grosse tendance d'ailleurs dans le domaine d'essayer d'aller poster du contenu, et cetera. Donc oui, c'est un peu une fausse croyance parce que pour moi, aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau, de tout professionnel et tout le monde est dessus pour voir, ce que, le voisin fait et essayer Ouais, de poster du clairement. contenu, quoi. Et justement, toi, quand tu postais du contenu, parce que pareil, je suis toujours dans la même réflexion, je fais le parallèle avec Gros Lot, nous, ce qu'on essaie de mettre en Ouais. place. Moi, je suis un peu en dilemme. Est-ce que je fais un building public où j'explique un peu, limite mon quotidien, ou est-ce que j'apporte de la valeur, genre limite des lead magnets, des choses comme ça, où vraiment je parle du quotidien plus du restaurateur, où je m'adresse directement à lui.
Pour toi, c'était quoi un peu ta méthode, ce qui faisait sens pour toi? Ce que je ferais à ta place, alors c'est vraiment de combiner, tu peux pas te focus que sur le BIP, sinon ça va t'apporter juste, juste tout simplement de l'engagement, mais jamais de conversion. Ce que tu fais, parce que Ouais, tu as parlé de lead magnet, c'est ultra intéressant, mais il faut le faire aussi à petite fréquence. Moi, je devrais le faire plus. J'en ai eu qui ont très bien marché, j'en ai eu qui ont pas du tout marché. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai fait un, ça a pas du tout marché. Mais, ce que je te conseille, pour gros lot en tout cas, c'est vraiment d'essayer de faire des posts. Du coup, tofu, tu essaies de chercher de la viralité. Là, c'est des lead magnets, c'est du BIP, c'est, tout ça où tu parles de toi, de ton parcours, entrepreneurial, tu essaies de faire des choses un peu plus, pour la viralité. Après, c'est d'essayer de faire des choses du coup, MoFu où tu essaies juste de parler de ton SaaS, de ce que tu fais, tes features, de pourquoi, tu es meilleur que tes concurrents et après de faire du coup du contenu vraiment beaufou où là tu essayes de montrer les juste tes cas clients, de ce que tu apportes réellement aux restaurateurs et c'est là où tu vas pouvoir réussir, à aller faire de la conversion. Mais globalement, si tu veux pas te prendre la tête, tu fais 33 de chaque et ça te fait une bonne stratégie de contenu en tout cas sur LinkedIn. Mais le BIP, c'est toujours OK, plaisant à voir, OK. ce que tu mets en place pour ta boîte et cetera et ça plaît à tout le monde en tout cas et c'est ce qui aussi apporte, le plus de visibilité en tout cas. Ouais, puis ça apporte peut-être un peu de proximité avec les gens qui regardent. Carrément, ouais, carrément si tu montres, tes réussites, tes échecs, là enfin les gens ils adorent. En tout cas sur LinkedIn, enfin même sur tous les réseaux. Ouais, Ouais, en général. J'ai vu OK, que tu lançais ton personal branding sur, moi je t'ai vu passer sur TikTok aussi récemment. OK. Je crois que tu fais un peu plus de personal branding, enfin pas de personal, de building public. Qu'est-ce que tu fais un peu, si tu peux expliquer? Faut savoir que le personal branding, moi j'ai commencé il y a 1 an et demi. Je sais pas si je l'appelle personal branding, enfin si ça s'appelle comme ça, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais, ça fait 1 an et demi Ouais, que je commence en tout cas sur LinkedIn, où le but c'était juste un peu plus axé BIP et de montrer ce que je fais réellement pour un peu prouver mon expertise et être connu un peu sur Grenoble. Bon maintenant ça a changé parce qu'on est plus niveau national. Donc j'ai commencé à poster un post, 2 posts, j'ai vu que ça prenait. Il y a des gens, ils me disaient, bah, c'est cool, tu as fait un post, en plus ça prend bien, hein, des fois il y a tous tes potes qui te disent, «C'est cool, j'ai vu que tu as fait un post» et cetera. Donc on est parti de la conclusion qu'il fallait poster plus et là on a direct mis le paquet, on a posté, 1 fois par jour et j'ai pas arrêté depuis donc ça fait, bientôt 1 an et demi que je fais du LinkedIn. J'ai jamais eu d'énormes buzz, mais ça a toujours un peu augmenté, très naturellement. Je fais pas ouais, énormément, hein, je dois faire 50 à 80 000 impressions par mois. Donc ça a commencé par là. J'essaie de faire, des contenus, très variés, comme tu as dit, hein, du tofu, du BIP, nos réussites, nos cas clients, toutes les choses qui me passent par la tête, un par jour toujours. Et là, depuis, décembre, j'ai commencé à faire du personal branding sur, Instagram, mais sur le compte de la boîte. Sauf que là, il y a 1 mois, on s'est OK. rendu compte qu'un compte de boîte, c'est très dur à le faire percer, parce que les gens vont pas Mmh, s'abonner à Winoble, les gens s'abonnent à un humain. Donc en fait, je faisais du contenu et clairement. c'était dur. Et donc là, je suis en phase de testing sur mon compte, sur TikTok, sur Instagram, où c'est globalement le même objectif que LinkedIn. Parler de moi, parler de ce que c'est d'être un entrepreneur à 24 ans, enfin d'être un jeune entrepreneur, être le plus transparent possible, j'adore ça. Donc le chiffre d'affaires, montrer les échecs, montrer les réussites, montrer tout ce qui se passe au sein de Winob, même si un jour il y a des tensions entre associés, pourquoi pas le montrer? Enfin tout ce qui peut être utile en tout cas à montrer et à montrer vraiment ce que être, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Donc ça, c'est le premier pilier de mon personal branding. Le deuxième pilier, c'est de montrer mon expertise, comment j'accompagne mes clients, qu'est-ce que je leur apporte et pourquoi, les gens devraient passer par moi pour la création d'un site. Donc voilà, c'est le plus important, hein. Le but de faire du personal Ouais. branding, c'est pas pour faire beau, c'est pour avoir des clients. Donc le but, c'est que les gens me fassent assez confiance et que je montre assez de valeur pour que les personnes me fassent confiance et derrière me contactent. Donc voilà, ça, c'est le deuxième pilier. pour que tu deviennes la référence, en tout cas, en création de site web et que si, ce n'est pas forcément le moment opportun sur le moment, mais en tout cas que si, l'idée revient, qu'ils pensent directement, à ces liens, de Winoble pour leur site, quoi. Donc ouais, OK. C'est ça, clairement. Et aussi je rebondis, tu disais, ouais, un personal branding, c'est pas pour faire joli, c'est pour prendre des clients. Mais il y a aussi pas mal, d'entrepreneurs qui, eux, leur personal branding, c'est pas forcément pour avoir des clients parce que tu vois, ils s'adressent pas forcément à leurs clients directement, mais c'est plus pour recruter ou des choses comme ça.
C'est un enjeu pour toi ou pas forcément? Alors oui, pardon, je me suis peut-être un peu trompé dans juste, le fait d'avoir des clients, mais tout ce que je fais, en tout cas sur le digital, c'est dans un but plus global de faire du business. Donc dans le Ouais. business, je comprends le recrutement, des relations intéressantes, que ça soit avec d'autres entrepreneurs, mais avec qui on va jamais bosser ensemble, mais qu'on se connaisse grâce au personal branding, grâce au contenu, qu'on parle ensemble, qu'on s'apporte mutuellement, et les clients. Donc il y a vraiment, d'un point de vue plus global, je fais ça, en tout cas le personal branding, et aussi j'applique ça pour mes clients dans le but d'avoir du business et pas que des clients. Oui, c'est vrai, je me suis mal exprimé. Ouais, du coup, quand tu parlais de personal branding, tu disais que tu étais hyper transparent sur, tes chiffres et tout. Si on peut parler un peu business, je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Vous faites combien de chiffre d'affaires? C'est quoi vos objectifs? Comment tu comptes les exploser globalement? Enfin, un peu tout OK. ça. En chiffre d'affaires, pur, du coup, en 2025, on a fait 120 000. On visait environ, 150 000. Je parle en contractualisé parce qu'on a un fonds de roulement, qui est assez long. Comme on est sur du site web, des longues prestas, c'est 60 jours. Et en 2026, là, on a fait notre plus gros mois. On a fait 23 500 en janvier, on tourne environ à 20 000 depuis le début. On doit être à 80 000 ou 90 000, de contractualisés, toujours pas d'encaissés depuis le début de l'année. Nos objectifs pour l'année, bon, on est encore, un peu en dessous, enfin même bien en dessous. On vise 360 000, et là, notre objectif le plus proche qu'on veut atteindre, c'est de faire le premier mois à 50 000. Donc qu'on espère et qu'on va réussir, cette année, je pense plus, vers, août ou septembre. OK. OK, bientôt. Ouais, excellent et C'est lourd. peut-être qu'on puisse aussi un peu plus se projeter sur un mois à 23 500, votre plus gros mois. Il y a eu combien de prestations, où ça dépend? Vous aviez eu un gros client, une grosse demande avec un projet un peu plus, deep? C'est comment ça se On a pas mal augmenté nos paniers moyens, donc pour, reprendre un peu les questions à la base. Début, on était sur des paniers moyens à 500 € au tout début de Winoble. Donc faut faire des clients Mmh. pour faire 23 000. Donc 500 €, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est plus dans les 6 000 à 7 000 € en panier moyen, donc presque ouais, fois 10. Du coup, en janvier, on a signé un gros projet à 8 000 €, enfin à 7 000 € pardon, à 6 900 €, un truc comme ça. Une grosse start-up qui vient de l'INRIA, un incubateur en France, je sais pas si vous connaissez? ouais, Et Je on connais pas. a je OK, et on a fait du coup, 4 clients, je crois, pour faire 23 000. Parce qu'il y a aussi le récurrent qu'on est en train de mettre en place, et il y a des petites refontes des fois. Par exemple, notre client, Pharmagreen, qui avait fait une V1 il y a 1 an, veut une V2, donc ça, c'est des plus petits devis que reprendre un site, à la base, quoi. Donc on a fait 23 000, ce qui représente environ 4 clients. OK, ouais, donc c'est quand même assez, ouais, donc c'est quand même du high ticket à part ça. Pour moi, oui, pour du start-up 6 000 €, ça me fait penser à une agence qui faisait ça en Suisse. Ça m'étonne que les Français, nos chers Français, passent la carte. Je pense qu'effectivement, bon, il y a du commercial et tout en amont évidemment, mais connaissant nos Français, 6 000 € pour un site internet, effectivement, je pense que, tu dois quand même trouver les arguments pour pouvoir, closer à la fin. Je sais pas ce que c'est quoi, bah, parce que là, c'est une question qui me vient. Niveau objection, c'est quoi les plus grosses objections que vous rencontrez, que ce soit, en call ou seulement juste des refus, où, ça va être différent, si tu peux en parler, OK. Alors, on pourra revenir limite aussi à la question que tu m'as dit, est-ce que c'est cher 6 000 € pour un site ou pas juste après? Mais niveau objection, en ce moment, l'objection numéro un, c'est, le site fait par IA. Donc ça, on se la prend dans tous les sens. Je peux faire mon site, avec une Ouais. IA, ça prend, 1 jour, pourquoi, 5 000 €? Ils ne comprennent pas l'investissement alors que un site internet, pour moi, c'est l'élément numéro un pour une société, pour, convertir, pour avoir des clients. Et ils comprennent pas que mettre le budget, ça peut leur apporter des résultats. Et voilà, ça, c'est vraiment les objections du moment, et on est confronté aujourd'hui à des agences low ticket, des grosses agences en France, qui vendent des contrats à 100 €, 200 € par mois, bloqués pendant 3 à 4 ans. Donc voilà. En fait, on est confronté à tellement de différentes boîtes que des fois, ils comprennent pas du tout notre prix, et qu'il faut se ouais. battre, que ça soit, pendant l'appel de vente, ou même, sur, la communication, pour vraiment nous mettre en valeur et faire comprendre derrière que, OK, on est cher, mais OK, on apporte des résultats, quoi. Ouais, que le retour sur investissement est rentable, vis-à-vis du ouais, c'est toujours ça, hein, son enjeu. C'est ça. Mais vas-y, je t'en D'ailleurs, si je peux donner une stat, c'est que, aujourd'hui, tous nos clients, allez, peut-être, pas tous, mais 95 de nos clients, c'est une refonte de site internet et pas un nouveau site.
Et OK. sur ces refontes-là, il y a des personnes qui ont fait des sites eux-mêmes. Donc ça, OK, c'est normal, ils ont pas eu de résultat. Par contre, il y a eu des personnes qui ont fait des sites à 3 000 à 5 000 € 1 an avant nous et qui repassent par nous dans des sites encore plus chers. Donc en fait, c'est des refontes et des fois, ils mettent des investissements énormes sur des autres agences et qui viennent, à nous après. Et pourquoi ils viennent à vous dans un second temps? C'est parce que le travail, fait, en amont n'a pas été qualitatif ou que leurs envies, ont changé et qu'ils veulent, de la nouveauté? C'est parce qu'on est dans un milieu, tellement ouvert que c'est le business, Ouais, je pense, un des business que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu veux te lancer dans la création de sites internet. C'est qu'il y a énormément d'imposteurs, tout simplement, qui vendent des sites qui ne valent pas du tout leur prix et donc en fait, quand on se trouve du coup, en appel de vente, qu'on voit les sites internet, je leur explique, par A plus B que leur site ne marchera pas. Ils ont beau faire, n'importe quoi sur leur site, qu'il faut tout reprendre dès le début pour avoir des résultats. Donc ça arrive vraiment tous les jours, hein, tous les appels. Il y a des sites vraiment catastrophiques, des fois vendus beaucoup plus cher que nous, hein. Ça peut aller dans des montants à 15 000 à 20 000 €. phénoménal. OK. Et quand, en termes de business model, en soi, tu as, bon, le site en lui-même, tu nous parlais, de refonte qui allait forcément être, je pense, un peu moindre et tu parlais aussi de récurrents. Nous qui sommes quand même dans le SaaS et qui aimons beaucoup le récurrent, c'est quoi? C'est, vis-à-vis de la maintenance, c'est quoi l'upsell, comment tu arrives à placer un récurrent là-dedans? Mmh. Alors, on a peut-être fait une erreur sur le récurrent, c'est qu'on l'a trop sous-estimé, en tout cas au début. On l'a OK, vraiment mis en place en début 2026. On l'a sous-estimé dans le sens où on est arrivé début 2026, on n'avait, aucune base pour créer, le récurrent alors que c'est ultra dur de créer un abonnement, sur les clients et de les garder sur le long terme. Pourquoi on l'a, délaissé? Parce qu'on était focus sur vendre des sites en boucle, aller, chercher du client, vendre le site et on pensait même pas à l'après. Sauf que c'est quoi l'impact? C'est que, tu finis ton mois, tu es peut-être à 10 000 € de chiffre d'affaires, tu commences ton mois, tu es à 0 et donc tu Mmh. reprends, la machine, à 0. Si tu as de la malchance, si tu as un mois un peu plus mou, si tu as, des clients, qui prennent beaucoup plus de temps, que tu as moins de temps de commercial, que tu as juste tout simplement moins de chance sur de la recommandation, sur de l'inbound, tu peux faire des mois catastrophiques. C'est ce qui est arrivé en 2025 où des fois on dépassait même pas, je pense 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires et ça met un énorme coup au moral quand tu bosses énormément un mois et qu'à la fin, tu as 4 000 € de chiffre d'affaires alors que tu es 3 associés. Donc on ouais, s'est dit, la manière la plus saine et encore aujourd'hui, il est pas bien développé parce que, ça fait que 3 4 mois. La manière la plus saine, ça allait de développer ce récurrent-là. Donc depuis janvier, on s'est mis à fond. On a arrêté le petit récurrent, donc les récurrents entre 100, 200, même 300 €. On trouve qu'il y a énormément de travail, à faire de notre côté pour peu de résultats niveau client. Donc ça, on a banni, alors qu'au début, on a fait pendant 2 3 mois. Maintenant, on prend que des abonnements à 400 € grand minimum, j'ai envie de dire. Ça peut monter, là, j'ai signé un client qui va avoir un abonnement à 1 200 € et on est environ là, 3 800 € de MRR. Donc c'est pas énorme. Le but, c'est de monter, il faut que ça soit 50 de la boîte quoi, au bout à un moment. Qu'est-ce qu'on vend en récurrent? Donc il y a de la stratégie pure, du coaching où on essaie, d'aider les personnes sur de l'acquisition digitale. Il y a du référencement naturel où on a créé un SaaS où on s'occupe, de tous les blogs, pour le SEO et pour le GEO et donc voilà, du Google My Business. Il y a même un client où on développe pour l'instant, son LinkedIn. Donc ça, c'est que des demandes qu'on prend pour nos clients. Si une personne me demande, s'il n'y avait pas nos clients sur un site internet qui nous demandent, «J'aimerais faire du LinkedIn», je dis non. Donc voilà, je réserve comment dire? Certains abonnements que pour nos clients. Prestation. Donc on est Mmh. prestations, pour nos clients, donc sur du LinkedIn et là, le gros enjeu de 2026, ça va être de développer les ads, en interne parce que, le SEO, c'est assez long. Nos clients veulent des résultats plus rapidement. Donc, là, on est en train de recruter, de structurer en interne une très, très bonne équipe d'ads pour le proposer à nos clients. Par contre, là, c'est sur du gros, gros récurrent parce que, pour avoir des résultats en ads, faut des gros abonnements, quoi. ouais. OK. Bah, j'allais venir, à ma petite question pour, ça peut faire le pont. Pourquoi les ads en 2025 n'avaient pas fonctionné? C'est parce qu'on l'avait pas développé. Ah, pour nous? Ouais, Ah oui, parce qu'on l'a jamais développé pour nos clients. Pour nous, on l'a délégué, du coup, à un prestataire. Le prestataire, alors je vais pas critiquer le prestataire, je pense que c'est plus de notre faute pour de enfin,
toute façon, je pars du principe que c'est tout le temps notre faute si ça marche pas. Bon Ouais, après bien sûr, si le prestataire est mauvais, il est mauvais. Mais là, c'était plus qu'on manquait de positionnement, on manquait de branding, on manquait de professionnalisme. Donc en fait, les créas qu'on balançait n'étaient pas convaincantes. Notre site aussi, il faut savoir, c'est un peu, c'est un peu drôle, hein, mais notre site aujourd'hui, on n'en est pas du tout fier. C'est pour ça qu'il y a un nouveau branding qui arrive. Et en fait, on balançait sur des ads sur un site où on savait que ça allait pas convertir. Donc on a perdu bien, bon perdu ou appris, parce qu'on apprend toujours. Mais, on a bien dépensé 6 ou 7 000 € et je crois qu'on a eu qu'un seul client, je sais plus à combien, mais voilà. Donc ça a été, je crois à 4 ou 5 000 €. Ça a été un échec, mais je pense que c'est, un des canals aujourd'hui les plus puissants, à compléter bien sûr avec de l'organique, sinon ça marche pas. Mais voilà, c'est très puissant et c'est pour ça qu'on le redéveloppe. On va le relancer pour nous, on le met un peu en stand-by parce que pour l'instant, on est vraiment sur de l'inbound pur. On va le relancer sûrement 2e semestre 2026 pour nous et pour nos clients, là, pareil, 2e semestre. OK. OK, OK, OK. Bah, non, non, parce que je pense que oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que, les ads, je pense que c'est un très grand moyen d'acquisition actuellement. Quand tu dis ads, là, ce serait quoi? Ce serait du Google Ads, du Meta Ads, ce serait un peu sur tout ou tu prioriserais, une en Ah, prioritaire? Tu sais pas? Ou tu ferais confiance ce complètement et qui prendrait en main ça? alors pour nous, je fais confiance, entièrement, du Ouais, coup, aux prestataires qui vont prendre, la main dessus. Pour nos clients, là, on se concentre sur, du coup, on va mettre en place Google Meta, mais on va aussi se OK, pencher parce qu'on a un client, du coup, qui est dans le secteur de l'audition. Dans l'édition, du coup, c'est des personnes âgées et les personnes OK. âgées, disent navigateur Microsoft et c'est un marché, ultra sous-estimé, le Microsoft Ads. Donc on va essayer aussi d'apprendre de ce marché. Pourquoi pas le proposer pour certains secteurs où leur cible, c'est plus des personnes, âgées qui sont sur, les moteurs de recherche, Microsoft. Heu, Parce que notre but chez Winoble, c'est du coup, c'est vraiment en fonction du business de proposer les meilleurs canaux, pour avoir des résultats. Donc, si on remarque qu'il ne peut pas avoir de résultats sur Meta, on va pas lancer Meta, parce qu'il y a beaucoup d'agences aussi qui font un peu n'importe quoi sur ça. C'est essayer de couvrir un peu tous ces outils pour, proposer les meilleures solutions à nos clients. Donc en vrai, c'est vraiment smart, d'aller chercher des canaux d'ads qui sont vraiment sous-estimés parce que tout le monde parle de Meta et Google et en fait, quand nous-mêmes on scrolle, moi je vois des pubs sur Reddit, je vois des pubs dans la rue, enfin des trucs, tu penses même pas à mettre en place, mais mine de rien, je les vois et limite, je me dis: «Bah, ça sort du lot», tu vois? Donc ouais, Ouais, en je pense que c'est sous-estimé, un qui est très sous-estimé, bon, Microsoft Ads, c'est sous-estimé, mais parce que, aussi, il y a pas beaucoup de marché dessus, hein. Il y a beaucoup de personnes âgées. Mais pour le reste, ce qui est ouais, c'est niche. sous-estimé et qu'on n'a jamais testé, que j'aimerais vraiment tester, c'est LinkedIn Ads, Ouais. qui est, j'ai lu des articles, ça a l'air très cher pour lancer des pubs, mais la conversion a l'air vraiment top. Donc ça aussi, on va tester de notre côté avant de faire des rapports dessus, mais ça a l'air très puissant aussi comme marché et c'est vrai que Reddit, Reddit, j'ai plus entendu pour le GEO, que c'est très important. Oui. Pour les ads, oui, c'est clair que s'il y a des ads dessus, ça doit être très sous-estimé aussi, ouais. Et pour les e-commerce aussi, c'était Pinterest qui apparemment, donc je sais pas si c'était un peu la trend de dire que ça fonctionnait bien, mais en tout cas, je voyais pas mal de Pinterest là. Ouais et un Non, non, je disais que pour rebondir sur toi, pardon, sur le Pinterest, pardon, je t'ai coupé la parole, mais Pinterest, de mes plus grands regrets, je pense, c'est quand on était dans le domaine des architectes d'intérieur, ne pas avoir testé Pinterest. Parce que Ouais, Pinterest, tous les architectes sont sur, Mmh. Pinterest. Donc ça, c'est un regret que j'ai pas pu faire le test et je le relancerai pas maintenant parce qu'on a changé complètement de cible. Mais, oui, je pense que Pinterest, pour certains secteurs, ça doit être vraiment top. Et pour l'e-commerce, oui, j'ai entendu beaucoup parler de ça. ouais, c'est vrai, mais ça me fait penser aussi quand tu dis architecte Pinterest, je pensais à ce que nous a dit Timéo, Mathis Morano, un des 4 associés sur Groslo, sur le fait que, lui était un peu découragé de LinkedIn parce qu'il avait vu une stat passer, bon véridique ou pas véridique, ça à vérifier, mais, comme quoi, les restaurateurs passeraient apparemment 15 minutes par mois sur LinkedIn par rapport à 45 minutes par jour. En soi, bon, tu vois, donc tout le monde est sur LinkedIn par exemple, oui, mais, en termes de temps d'écran, tu vois, ça aussi, faut s'adapter, quoi. OK. Mmh. Mais bon.
Certes, Bref. effectivement, tu et du coup, Ah ouais, après Maxime, certes les gens ils passent plus de temps sur Instagram, mais quand tu regardes ce qu'ils regardent, ils commencent à regarder la skibidi Tentafree, bon ok, une fois que t'as un contenu business qui passe, bah peut-être que ce sera le seul contenu de la journée et qu'au final ils verront moins de contenu. Enfin tu vois, c'est pas comparable. Mmh. ah, je sais pas. Pas parce qu'entre 45 minutes par jour, tu fais le nombre de minutes par mois, en termes de probabilité qui tombe sur toi et en termes de probabilité qui tombe sur toi plusieurs fois, ou Ouais, c'est essayer vrai. tombe sur toi les 15 minutes, par mois. Je pense qu'après, des restaurateurs, des architectes, c'est des moi comme, toi, moi, Célien, on est tous sur nos téléphones. Malheureusement, on a peut-être un peu tous un peu trop addict et je pense que aussi c'est dans ces moments-là de où peut-être on baisse un peu, je sais pas, notre je sais pas, toi, tu sais, tu un peu dans ton mood, tu sais, tu pas forcément, trop à l'affût et tu sais, c'est là où les pubs peut-être peuvent le plus t'atteindre ou en tout cas inconsciemment et après, si on parlait de personal branding ou autre, mais peut-être que si un jour, bah, j'aurais besoin de, tu sais, de site web, bah, peut-être que c'est parce que, la pub de Célien, elle était passée 1, 2, 3, 4 fois, alors que peut-être au milieu de trucs de Skibidi Tontafri comme tu dis, mais peut-être que je penserais à Célien, non, mais tu vois? Non, je pense que Ouais. Ouais, c'est vrai. en termes de charge de frais fixes, du coup, vous êtes quand même, particulièrement, bien, non? Ou vous avez, d'autres abonnements ou d'autres, qu'on n'avait pas forcément trop, En découvert? termes de charges comparé à notre chiffre d'affaires? Ouais, par exemple, ouais. Alors, bah, la délégation commerciale, ça coûte assez cher parce que ça doit coûter, un peu plus de 5 000 € par mois. Mais si on enlève ça et que, si tu as un client qui vient, on va dire, de ton LinkedIn et qui va te démarcher directement. Ah, on est à je crois à 75 de marge, environ. OK Sur le milieu et des du coup ouais, pardon. et pardon et les charges, du coup, tu les retrouves où? Alors les charges, faut savoir que nous, on a une designeuse, du coup, dans notre équipe. OK, Du coup, ça a un coût, donc pour tous les sites. On a aussi un développeur, en freelance qui nous aide sur certains projets, même si Maël, fait, pas mal de projets, mais en tant qu'un cofondateur, il aimerait aussi sortir de l'opérationnel et plus d'être dans le management, parce que c'est ce qui compte en tant que fondateur d'une boîte. On veut tous sortir de l'opérationnel. Donc là, on commence à avoir des coûts par site, de développeurs. Ça peut varier de 500 € à 2 000 € par site. Donc ça nous casse notre marge, mais ça nous permet de, aller chercher plus de clients et cetera. Et en termes de frais aussi, on a tous les logiciels. Les logiciels, on doit être entre 1 000 et 1 500 € par, mois. Donc logiciel pour la prospection, logiciel pour le contenu, Sales Navigator, tu es à 100 €. Tous ces logiciels-là, même les ouais, comptabilités et cetera, ça monte très vite. OK. OK, OK. Intéressant. Peut-être que ça peut aussi intéresser, je sais pas, des gens qui nous écoutent. En termes de logiciels, pour toi, indispensables, que tu utilises quotidiennement ou mensuellement, enfin mensuellement, je sais pas si ça se dit, mais tous les mois ou en tout cas, tu te dis: «Bon ça c'est, voilà, depuis que tu as commencé ou que, où tu as fait la découverte, c'est, la référence dans la comptabilité, dans la prospection». Qu'est-ce que tu conseillerais toi, à des gens qui peut-être cherchent des logiciels pour tel ou tel, features? OK. Alors déjà, là, je viens de découvrir un logiciel, il y a 2 jours, qui va franchement m'aider parce que du coup, on se fait accompagner, par, allez, on va appeler ça un mentor, un accompagnateur, qui nous aide pendant 4 mois et du coup, il nous a donné un logiciel pour suivre toutes les stats d'inbound. Faut savoir que avant, bon, on était peut-être un peu bête, mais on prenait tout à la main. On notait toutes les stats et cetera, ce post a fait tant, pourquoi? Maintenant, Mmh. on a acheté un logiciel qui s'appelle Metricool. J'ai connecté tous les comptes LinkedIn, les comptes YouTube, Instagram et cetera et c'est juste incroyable pour, tout suivre, ce qui a marché, les contenus, pourquoi, faire des rapports, les mettre dans les IA. Maintenant en termes de logiciels purs, vous vous en doutez, c'est tous les LLM qu'on utilise au quotidien, Claude, en particulier et pour la Ouais, prospection, quand je faisais du sitting, même si ça, a changé, j'utilisais Wallaxy, même si j'ai entendu dire que Wallaxy, il y a plus de risques, de ban que du Lemlist. Donc là maintenant sur, enfin, on est passé sur Lemlist, mais OK. donc Wallaxy, ou Lemlist, enfin un outil comme ça indispensable pour faire du setting LinkedIn et Full and Reach
que vous devez peut-être connaître, c'est pour enrichir toutes les données. Franchement, c'est top parce que là, par exemple, j'ai eu un lead entrant qui vient du référencement naturel sur notre lead magnet pour avoir une analyse de site. J'avais son mail, je l'ai pas trouvé son numéro sur Google My Business, pas trouvé sur LinkedIn, pas trouvé sur son site internet. Je l'ai mis dans le Full and Reach, bam, numéro, je l'ai appelé, prise de rendez-vous. Donc Full and Reach, vraiment bien pour enrichir et en plus le taux est à 80%, quoi. 60, ça dépend des secteurs, mais Le Ouais. donc taux c'est de assez quoi? le taux d'enrichissement d'un profil LinkedIn pour avoir le numéro de téléphone, le mail, et cetera. Donc c'est assez OK. impressionnant et comme c'est important aussi d'appeler rapidement les personnes qui prennent contact avec vous, enfin qui vous contactent sur le site, bah, c'est super bien. Après, je réfléchis à d'autres logiciels, mais je crois que j'ai fait le tour. OK. Non, non, mais c'était pour les, on va dire les principaux. Mais oui, Full and Reach, vraiment bien et suivre tout ce qui est suivre la data, c'est super important. OK. J'avais une question aussi qui m'était venue, je pense que vous êtes quand même un peu dans une démarche d'augmenter, le portefeuille, on va dire, de features que vous pouvez proposer à vos clients. Forcément que la porte d'entrée, c'est quand même site internet. Ensuite, ça peut, voilà, découler sur des ads, sur, du coaching, comme tu disais. Est-ce que, bon, peut-être pas mais à moyen, long terme, vous voyez ajouter d'autres features, d'autres, fonctionnalités? Je pense notamment à de l'IA, automatisation de processus, ou autre, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Alors, notre but premier, c'est pas forcément d'ajouter des prestations au sein de Winoble, mais c'est d'améliorer ce qu'on a déjà. La seule prestation qui voit le jour en ce moment, c'est les ads. Parce qu'on Ouais. a pensé que c'était indispensable, mais c'est aussi une prestation qui nous éloigne un peu de, du coup, nos titres, acquisition d'inbound. Mais, les ads, c'est indispensable pour nos clients. Après, on n'ira pas plus loin. Ça va être dans des automatisations, dans de la prospection, un peu comme fait l'agence Bulldozer, si vous connaissez, qui est un peu plus sur du 360, qui fait de tout, SEA, SEO, GEO, ads, audit, et cetera. Après les ads, ce qu'on va structurer et qui me semble bien comme prestation, c'est les audits. Là, j'ai vendu un OK. audit, il y a 3 semaines avec un de nos partenaires, le Tiers de l'immobilier. J'ai pris un réel plaisir à le faire, c'était super long et un réel plaisir du coup à le présenter en physique et du coup, je pense qu'on va vraiment structurer des audits. Donc un audit, ça peut aller de 2 000 à 5 000 voire plus en termes, du coup de coûts et audit SEA, audit SEO, audit GEO, audit acquisition, conversion. On va essayer de structurer ça, je pense plutôt second semestre. Mais le but, c'est quand même d'essayer de devenir les meilleurs sur notre prestation de base, site internet, SEO, GEO et conversion. OK. Et quand tu parlais de SEA, je sais pas si c'est tu le seul à pas connaître. Mathis, ça te dit quelque chose? Tu peux expliquer ce que c'est? Mais c'est les ads. C'est SEA, les c'est ads les ads, SEA? ouais. Ouais, c'est ça, Parce que tu c'est disais ça. SEO et SEA, SEO, GEO et ads, donc Alors si tu connaissais pas. GEO, c'est tout, pour ceux qui connaissent pas, GEO, c'est tout ce qui provient, du coup des Oui. LLM, ChatGPT, Ouais. Perplexity, enfin tout, Claude. SEO, c'est tout le référencement naturel, du coup, sur les moteurs traditionnels, Google, Bing, Yahoo, et cetera. Et le SEA, c'est tout ce qui provient, du coup des comptes publicitaires, TikTok Ads, Meta Ads, tout, Google Ads. Ouais. OK. Et il y a le Ah bah, trafic direct, tout ce qui provient du coup des réseaux, du contenu, et cetera. OK, excellent. Et par exemple, là, je reprends, j'y pense là, quand tu disais qu'il y avait un designer et un développeur. Est-ce que, ça, tu les as trouvés, déjà attends, est-ce qu'ils sont employés, en freelance? Je pense qu'ils sont en freelance le business model que tu m'as dit, je pense que ça doit être ou c'est un système de commission, j'imagine? Quand tu me disais qu'il y Heu, avait des, ouais, 500 et demi, je pense que, ouais, c'est de la commission? pour l'instant, on est sur un modèle avec Winob collaboratif, même si ça on va changer très bientôt. Alors, faut savoir que notre designeuse, elle est en freelance, elle travaille à 90 pour nous. Elle a un autre client, qui est sa boîte de famille. Pourquoi elle est en freelance? Parce qu'il y a 2 ans et demi, on pouvait pas la recruter en tant que salariée. Et en fait, le modèle freelance passe plutôt bien avec notre agence parce que, Ouais, clairement. on n'a pas toutes les ennuis du salariat et on lui donne une mission, elle l'a fait et elle a envie de la faire, comme nous, quand on signe un client. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, même si sur le long terme, ça serait, d'intégrer une designeuse, d'intégrer des développeurs, dans notre équipe. Mais pour l'instant, à notre stade, en tout cas, le modèle collaboratif est le meilleur pour Winoble et c'est pas des systèmes du coup, de commission, c'est des systèmes ils nous font des devis sur le projet, on accepte ou on n'accepte pas et on fait. Les seules personnes intégrées à notre équipe, c'est, 2 stagiaires pour l'instant. OK. On rentabilise les stagiaires.
C'est, stagiaire 3 mois, stagiaire 5 mois. Ah oui, bah, c'est une charge, pardon. J'ai oublié dans la charge de tout à l'heure, mais et du coup, une de 5 mois, une de 3 mois, une sur, le référencement naturel et la satisfaction client et une qui m'aide sur le community manager. OK, excellent et juste par curiosité, est-ce que là, votre, SEO, GEO, personal brand et tout l'écosystème finalement autour de Winoble vous a permis d'avoir des demandes de stage, des demandes pour, travailler avec vous? Ou c'est plutôt vous enfin qui êtes allés les chercher? Alors au début, comme je disais, c'était énormément de prospection. Depuis que je me suis lancé Mmh. sur, LinkedIn, j'ai fait environ 50 000 € de chiffre d'affaires. Ça reste peu, hein, mais 50 000 € de chiffre d'affaires et dans ces 50 000, je vais mettre 20 qui sont rentrés naturellement à moi, que grâce à mes contenus. OK. Et 30 qui sont une combinaison de setting et de contenu. Donc ça nous apporte un inbound. Maintenant, tout ce qu'on a mis en place sur YouTube, sur Instagram, nous a jamais rapporté, de clients. C'est parce que c'est aussi tout nouveau et franchement, je suis pas très bon, je suis pas encore le meilleur sur le format vidéo et cetera. On apprend tous les jours, mais je suis loin d'être bon. Et le référencement naturel, nous apporte constamment des leads. Donc tous les mois, on a des leads, que ça soit des leads tièdes ou des leads chauds, sur notre site et du coup des clients. On a dû avoir au moins 5 à 6, enfin même plus, de clients, au moins un par mois client qui vient du SEO et le GEO, on a eu 4 leads, je crois, au total, grâce à ce qui vient des IA, et encore en cours de process, niveau vente. OK. Alors c'était pas exactement ma question, mais c'était très Ah pertinent. pardon. Mais c'était pas grave. C'était plutôt est-ce que, du coup, le développeur que vous avez, la designeuse, que vous avez, est-ce qu'elle vous a connu grâce à votre SEO, enfin à votre présence, en ligne? Ou c'est, on va dire, du networking, personnel? Alors je sais pas, tu les connaissais, de vue? OK. Comment tu as créé une équipe de confiance avec qui, maintenant ça fonctionne bien, quoi? Pour la Ou designer, on va dire coup de chance parce que c'est une recommandation. On est tombé, OK, sur quelqu'un de très pro qui nous a suivis, qui est pour moi, intégré à l'équipe Grenoble à 100 aujourd'hui, comme si elle était en interne honnêtement, quand je dis, notre effectif, bah, je dis qu'on est 4 plus 2 stagiaires. Celle-là, du coup, un peu coup de chance. Sur les autres, on a essayé de faire du contenu, où on recrute et cetera. À chaque fois, ça buzz. À chaque fois, ça fait énormément d'impressions, énormément de likes, mais on n'arrive pas à avoir les personnes qu'on veut réellement. Donc, on s'est rendu compte que si on veut avoir des pépites, si on veut, trouver les personnes avec qui on a envie de travailler, c'est à nous de faire le boulot et c'est pas juste en mettant, une annonce qu'on va réussir. Bon, bien sûr, il y a plein de boîtes qui me diront le contraire, mais on a posté pas mal de posts et on n'a jamais trouvé un bon prestataire qui nous correspond. Donc maintenant, en fait, bon, ils nous connaissent parfois et cetera. Ils disent: «Ouais, je vous ai entendu sur les réseaux», mais on essaye d'aller les chercher. Donc, sur LinkedIn avec du Sales Navigator, comme si on faisait de la prospection. On regarde leur portfolio, on regarde leur compte LinkedIn et c'est nous, on les contacte. Après, j'ai tous les jours, des demandes d'alternance, tous les jours des demandes des stages, des ouais, mails, des appels, ça j'en ai tous les jours. OK. OK, c'est Sur les stages, c'est intéressant. un peu plus simple, que ça vienne en entrant, mais si, pour des prestataires, c'est plus à nous d'aller les chercher. OK. Je peux poser la question quand même, on n'a même pas parlé de ça. Vous êtes sur Webflow. Pourquoi Webflow? Pourquoi pas, un autre, prestataire? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, pour vos clients, pour vous? Bon, on n'a pas trop parlé de ça depuis le début, mais notre cible, c'est essentiellement ah si, on a pas essentiellement les startups. OK, Les startups se reconnaissent énormément dans Webflow. Faut savoir que Webflow, leur cible, c'est les startups. On utilise Webflow pour différentes raisons. La numéro un, ça va être, j'ai envie de dire, l'autonomie marketing. Une startup, quand, elle scale et elle va très vite, donc elle recrute, elle a, de plus en plus, de personnes qui vont gérer leur site et cetera, a besoin d'un outil qui est ultra simple à prendre en main, ultra simple pour ajouter des landing pages, ultra simple pour ajouter, de l'actualité, pour changer des textes, pour changer des images et ça Webflow, avec une petite formation, permet, bah, à nos clients d'avoir une autonomie marketing à 100 sur leurs équipes. Donc ça, c'est le numéro un. 2e point,
et qui est aussi, enfin, qui a fait connaître Webflow, c'est le design. Ça veut dire que quand on parle de site internet, du design sur mesure, si tu vas sur du from scratch, ça peut aller de 20 à 100 000 € pour du sur mesure. Bon, il y a tous les tarifs comme d'habitude. Sur de l'intégration sur Webflow ou sur du Framer, le concurrent direct, là, on peut, essayer de réduire les coûts pour intégrer un site complètement sur mesure et faire des sites qui sont très jolis visuellement. Donc ça, c'est le numéro 2. L'avantage numéro 2, c'est de faire des sites, bien sûr jolis sur Webflow. L'avantage numéro 3, j'ai envie de dire que ils font énormément pour le GEO, Webflow. C'est-à-dire qu'ils sortent des docs dessus, ils sortent des features, ils essayent, de faire évoluer leur outil avec, les nouvelles tendances qui arrivent. Et du coup, bah, ça, on voit, que, bah, ils mettent des nouvelles features et cetera et que ça plaît à nos clients. Et aussi niveau sécurité, Webflow, contrairement par exemple à du WordPress, niveau maintenance, ça va coûter un peu cher. Webflow, tout est natif et vérifié, par Webflow. Donc il y a beaucoup moins de problèmes de sécurité, sur, des plugins externes et cetera. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Après, je dénigre pas du tout les outils WordPress, Wix, du from scratch. J'ai envie de dire que chaque business model aujourd'hui a un CMS selon ses objectifs et ses enjeux. OK. Donc voilà, ça passe. Si j'étais, une entreprise aujourd'hui, j'irais faire un benchmark et j'essaierais de voir, pourquoi Webflow, pourquoi WordPress et d'essayer de trouver le meilleur outil. Et comme Bien je dis noté. toujours, OK. pour avoir des résultats, c'est pas l'outil qui va faire les résultats, c'est la personne qui va prendre en main le site internet. Je me posais aussi la question sur un site internet, on peut retrouver du chatbot, on peut potentiellement, quelques petites features qui viennent à la rigueur ou pas, hein, mais d'autres plateformes en widget, ou autre. Est-ce que ça, vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez déjà eu de la demande, ou vous transmettez, à un prestataire ou autre, ou vous refusez? Alors, bah, nous, on automatise, tout, par exemple, nos clients avec du nurturing, sur Brevo et cetera, que dès qu'il y a un lead, tiède, dès qu'il y a un OK. lead chaud, bah, ça envoie une séquence de mails. Sur les chatbots, on a un client, qui va le prendre. Bon, ça, c'est des petites features, bien sûr, on les met en place. Ah, On est prêt, en tout cas, c'est le principe aussi du sur-mesure. On est prêt à entendre les enjeux de nos clients pour essayer de trouver les meilleures solutions. Après, on adore, faire nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a un simulateur à faire nous-mêmes, on le fera nous. Parce que voilà, enfin, c'est plus joli visuellement, on a plus la main dessus, c'est plus de sécurité et cetera. Mais voilà, on n'a pas encore eu de demande très poussée, de connexion et cetera, mais de plus en plus avec notre nouvelle cible. OK. OK, OK. C'est très bien. Parce que là, naturellement aussi, on pourrait penser, je crois que tu parlais d'optimisation SEO aussi, avec tout ce qui va être, lié au Google My Business, forcément, Mmh. là, il réput sans faire de pub, mais est-ce un un outil comme Grollo, est-ce que tu penses que ça pourrait, parce que nous, forcément, on propose aussi l'intégration directement sur des sites web, ça pourrait intéresser, votre clientèle, vous avez déjà eu des demandes là-dessus? Bah, alors ces demandes-là, votre cible, je pense qu'elle la comprend, parfaitement. D'ailleurs, je pense que vous avez un marché, sur les restaurateurs. Sur nos clients à nous, start-up, peut-être un peu moins. Ça dépend. Si vous trouvez des bonnes façons, oui, de toute façon, il peut avoir des collaborations. Nous, on avait déjà fait une roue un peu dans votre idée à notre premier client Top Pizza Burger. OK. On avait fait une roue from scratch, pareil, quand on tournait ça, mais c'était rempli de bugs. C'était un de nos plus gros échecs, niveau client, où, ils avaient une récompense en donnant leur mail, un lead magnet. Mais oui, Mmh. après ça peut intéresser plus les TPE, restaurateurs que peut-être les startups, je pense. OK. Non, mais c'est, OK, OK. Ça peut être, envisageable. Mais oui, OK, Google My excellent. Business, de toute façon, ce que vous faites, Google My Business aujourd'hui, c'est ultra important, de plus en plus avec les IA. Donc, ce que vous faites, vous avez aussi un gros enjeu de géo, en disant que si votre fiche Google, elle a plus Vraiment. d'avis, si votre fiche, elle est mieux optimisée, bah, vous allez être plus visible en SEO, mais aussi en géo, parce qu'aujourd'hui, le géo, ça fonctionne, enfin, ça prend énormément, du coup, toutes les sources, du GMB, enfin, des fiches Google. Mmh. Donc voilà, ça, vous avez un gros enjeu et un axe marketing, sur ça et de réputation, bien sûr. OK. Et une de mes dernières questions aussi, forcément, on a eu le virage de l'intelligence artificielle, forcément ça amène des objections, ou autres. Est-ce que vous y avez vu déjà, on va dire un changement? Bon après peut-être pas forcément parce que là je vois que votre chiffre d'affaires augmente. Mais est-ce que vous voyez quand même que c'est peut-être un cas ou en tout cas que, le marché n'est peut-être pas, voilà le plus mature, voilà. Est-ce que vous comptez ajouter de l'IA dans la production? Parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait
Framer avec Framer, je sais qu'avec Claude, maintenant, tu peux faire quand même des choses assez intéressantes. Est-ce qu'avec Webflow, ça peut être envisageable? Et est-ce que, troisième question, vous êtes seulement en France ou vous pouvez vous permettre un petit peu de proposer ça internationalement parlant ou européen? Voilà. Alors, bah, je vais Ouais, répondre à ta voilà. je vais répondre à ta dernière question, après je réponds à l'autre. Ta dernière question, est-ce qu'on est qu'en France? Non, on a des clients, en Belgique, en Suisse et en France principalement. Maintenant, notre premier objectif, c'est de devenir l'agence numéro un en France sur, enfin, notre premier objectif, c'est de devenir numéro un sur de l'acquisition inbound pour les startups en France et après, c'est de se développer internationalement. On n'a aucune frontière, pour aller, faire des sites pour des startups américaines, des, startups, en Asie ou tout ça et franchement, ça serait juste kiffant d'aller, s'expandre dans le monde et de voir, Winoble partout. Donc voilà, notre premier but, c'est vraiment focus France parce que je pense que on a tout l'écosystème à aller parler, tous les incubateurs français et la France, faut pas dénigrer la France parce que c'est un bouillon de start-up et il y en a, dans tous les sens, des nouvelles, il y a des énormes incubateurs donc je pense que avant d'aller chercher le monde, on a pas mal de choses à faire en France. Mais donc voilà, dans l'idée, on peut vraiment, proposer nos services de partout, mis à part la barrière de la langue, qu'on doit apprendre. Ouais. Mais et pour répondre à ton autre question sur l'IA, est-ce que ça me fait peur? Je combats, activement sur ça. Ma réponse, elle est ferme: non, ça me fait pas du tout peur. Au contraire, c'est une énorme opportunité pour moi. Dans le OK. sens où, déjà une personne qui ne s'y connaît pas en site web, une personne qui a aucune expertise, avec ça, va pouvoir faire un site internet certes. Je peux faire un site maintenant en 1 heure, un beau site visuellement, mais dans 100 des cas, si je suis pas expert, j'aurai aucun résultat. J'aurai un site propre, mais j'aurai aucun résultat. Maintenant, si je suis dans un entrepreneur qui a un peu d'expérience en SEO, un peu d'expérience en, SEA, effectivement, c'est beaucoup plus simple maintenant d'avoir des résultats. Par contre, pour avoir des réels résultats, faut savoir qu'un site internet, déjà au-delà du site internet, il y a plein de choses à mettre en place. C'est la stratégie, le positionnement, le marketing. C'est plusieurs corps de métier. Il y a un designer, enfin une designeuse, un designer, il y a un développeur, il y a un marketeur, il y a un référenceur, du SEO, du GEO, donc il y a 4 corps de métier. Ces 4 corps de métier doivent avoir les compétences enfin, des bonnes compétences pour avoir des résultats. Donc déjà, ça, une personne toute seule, c'est très dur d'avoir des résultats avec, les IA. Maintenant, les IA, je ne vais pas contre elles parce que ça serait complètement, bête. Toutes les agences qui iront contre elles et qui vendront encore des templates à 5 000 € mourront dans les années à venir. Moi, ce que je fais de plus en plus avec, mes équipes, c'est qu'on essaye d'intégrer l'IA pour améliorer l'offre qu'on propose à nos clients. Ça veut dire que là, par exemple, mon associé Maël m'a dit aujourd'hui, ouais, j'ai vu une interview de Digidop. Digidop, pour ceux, qui connaissent pas, c'est numéro un sur des sites très gros, sur de l'industriel, donc c'est pas la même niche que nous, mais sur du Webflow, qui font du développement à 40 à 50 sur, avec l'IA. Donc ça OK. aide aux développeurs d'aller plus vite grâce à l'IA. Maintenant, la designeuse peut aussi aller plus vite sur, la partie mood board, pré-V1 et cetera pour, faire des choses beaucoup plus rapidement et aussi, plus proprement dès le début. Donc en fait, ça va juste nous aider à augmenter notre qualité et dans 2 ans, je vais me retrouver à faire des sites énormes à des prix accessibles et qui valent des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Donc c'est juste une opportunité, pour moi de proposer, bah, des gros sites à des prix accessibles pour les startups. OK. Très clair. OK, bah, excellent. Bah, vaut mieux le prendre comme ça, effectivement, tu as bien raison parce que je pense que si tu prends l'IA comme une menace dans tous les cas et que tu montes pas dans le train, que tu vas vite te faire, des C'est ça. OK. Mais OK, OK, excellent. le marché du vibe coding, il est juste énorme. Même sur du Ouais. SaaS, comme vous, je sais pas si vous faites ça pour, le début en tout cas. Hem, le marché du vibe coding, par exemple, Lovable, c'est passé de 0 à 400 millions de chiffre d'affaires. C'est juste Ouais, bah, belle carrière énorme aussi. et pour les MVP, pour la phase de test, même pour des personnes qui veulent créer des sites très rapidement, juste pour, tester et cetera, genre c'est ultra puissant. Ça, pour une personne qui veut faire, OK. 3 campagnes ads, qui veut faire 3 landings, je lui dirais, «Non, passe pas par moi, passe par l'IA, fais 3 sites, tu balances des ads, tu me dis lequel tu veux développer, on développera ensemble après». Mais pour la phase de testing Ouais, niveau startup, le vibe coding, c'est juste impressionnant. non, mais pour des démos et cetera.
Mais avoir un développeur dans l'équipe, c'est ultra important. On s'en est ren on s'en est rendu compte, t'inquiète, les derniers mois. OK, excellent. Bah, je crois que j'ai fait un peu le tour, moi, me concernant. Ouais, moi aussi, je sais pas si toi, de ton côté, c'est liens, t'as envie d'aborder un autre sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Non, ça me paraît bon. Juste peut-être le géo, si vous êtes chaud, je pense que ça peut je sais pas si vous avez déjà fait un podcast dessus. Non, mais tu peux en parler, hein, tu peux en parler. OK. Si vous avez une question sur le géo, ça peut être, intéressant, parce que c'est vraiment en train d'exploser. Ouais. Bah, alors je C'est pense que tout le monde connaît. si vous voulez, que je vous oriente dans la question, c'est, l'avenir du géo, tu sais ce que c'est? Ouais, OK. Vas-y, je te laisse la main, Mathis. Et sinon, en ce moment, on entend beaucoup parler du géo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ces liens? C'est quoi, selon toi, l'avenir du géo? Bah, le géo, déjà, c'est juste, impressionnant et pour moi, c'est pas juste une mode, c'est un changement de fonctionnement, bah, chez tout le monde. Je pense que vous voyez, dans votre entourage de plus en plus de personnes rechercher sur les IA pour n'importe quoi. Moi compris, hein, dès que je cherche, quelque chose, je vais sur les IA pour comparer. Pour moi, ça va complètement remplacer, bon, peut-être pas complètement, mais ça va prendre la main dessus sur le SEO. Faut savoir que certains sites aujourd'hui ont perdu, 30 de trafic, heu, à cause du géo. Par exemple, Webflow, du coup, notre outil, leur première source de sign-up, c'est grâce au géo. Ça montre un réel intérêt que OK. les personnes, passent par, ChatGPT, Perplexity pour faire leurs demandes et il faut savoir que le géo aussi, un humain fait beaucoup plus confiance à ChatGPT, qu'à Google et le taux de conversion d'un clic qui provient de ChatGPT est à 14,2. Le taux de conversion d'un clic qui provient de Google est à 2,8 si je me trompe pas. Donc c'est 5 fois plus puissant en termes de conversion, un clic qui va provenir d'un LLM que de Google. Donc niveau conversion, déjà, c'est juste énorme et il y a aussi quelque chose, c'est que Google te sort 1000 liens. Il y a, je crois, 100 pages, dans la SERP. ChatGPT, Mmh. Perplexity vont te sortir maximum 10 liens. Donc tu as beaucoup moins de concurrence. Et Ouais. la personne fait confiance tout simplement à ChatGPT, donc c'est l'avenir et j'ai envie de dire que toutes les personnes qui vont contre ça, parce que je vois pas mal de posts que dire, «Ma cible ne recherche pas sur ChatGPT parce que c'est des, dirigeants d'entreprise, ils recherchent sur Google». C'est faux, tout le monde commence à rechercher sur ChatGPT et je suis prêt à parier que, d'ici, 2027-2028, 50 du trafic viendra des LLM. Peut-être même avant. Maintenant, je suis Mmh. pas là à Ouais, dénigrer clairement. le SEO parce que pour moi, le géo, c'est une surcouche au SEO. Bon, il y a énormément de similitudes. C'est encore assez flou parce que, il y a des techniques qui ressortent de plein d'études, des premières techniques qu'on applique aussi à nos clients pour avoir des résultats. Mais voilà, le SEO et le géo, c'est assez complémentaire, mais c'est clairement, un changement de fonctionnement et il y a aussi quelque chose qui est pris en compte que j'aimerais parler. C'est surtout en Amérique, quand vous refaites une recherche sur Google, il y a un petit encart qui apparaît au-delà je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais au-delà des réponses en SEO, il y a un Sur encart qui Google? apparaît, ouais, sur Google, sur Brave en Ouais. particulier. C'est l'IA qui répond à ta place. Ouais, moi, je le Bah, voilà, tu l'as, Ouais, peut-être parce que tu es dans un autre pays, aujourd'hui. Ça, bah, en fait, c'est du géo et donc c'est comment on va mettre notre, entreprise dans ce petit encart. Donc c'est, pas mal de techniques, qui sont similaires au SEO, voilà. Donc pour moi, c'est complètement une révolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, je suis curieux d'avoir votre avis dessus. ah oui, ouais, clairement, c'est ouais. c'est ce que tu disais, hein. Et puis même, comme tu disais, ceux qui sont qui disent: «Ouais, ma cible, elle va pas sur ChatGPT», bah, moi d'ailleurs, ça m'étonne que les gens n'aient pas l'encadré sur Google. C'est pas en France, ce truc de récap, sur Google? C'est encore en phase de testing en France, si je me trompe pas. Sur Brave, c'est mondial. OK. Sur Google, c'est aux States et peut-être, ouais, où tu es, mais en phase de testing en Parce que France. moi, je suis en Espagne, donc Ouais, je pense pourtant, que c'est pour en ça. général, une fois que c'est l'Europe, en général, ça suit, mais OK. Est-ce qu'on est d'accord, la réponse IA de Google, c'est ça? C'est ça, c'est le petit C'est ça, encadré, de c'est Gemini, ouais. ouais, c'est Gemini, ouais, c'est ça. OK. Moi, je suis complètement d'accord et je me demande aussi, donc je crois pas sur, Claude et Anthropic, mais sur, ChatGPT, que j'utilise maintenant, plus trop, mais que de temps en temps. Maintenant, il y a des sponsors. Donc en fait, tu poses une question sur, «Tiens, je cherche un logiciel pour faire ça, ça», il va te recommander le logiciel, mais après tu auras la sponsor, avec un lien cliquable et tout. Donc je sais qu'ils sont en train de mettre des ads, mais bon, je pense que c'est des gros collaborateurs et pas pour des tas de nous. Est-ce qu'il faut s'attendre, sur des LLM à pouvoir, mettre des ads, vous pensez, dans les années à venir? Je sais pas.
Ouais, Et comme bah, sur France. franchement, j'avais jamais entendu ça, mais c'est vrai que, bah, ça va forcément arriver, pour leur société, pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc oui, il faudra sauter, sur l'occasion dès que c'est en place. bah, Mais c'est oui, ça. c'est vrai que j'ai jamais pensé, j'avais même pas vu les news. Je vais aller m'y intéresser juste après. Bah, là, Mmh. c'est plutôt du sponsor Adobe, tu vois? Genre des OK. gros, logiciels, tu vois? Donc je pense que bon, avant que ça soit de l'Ads, on va dire, bon, Public. pas pas plus Ouais. ouais, public, quand même un peu. Déjà, je sais pas trop comment ils pourraient intégrer ça, mais bref, voilà. Mais je pense que oui, il faut s'attendre, sur effectivement les IA textuelles, en tout cas LLM, ça va faire que se développer et je pense qu'effectivement, peut-être pas 2028, mais même, allez, je pense que d'ici, ouais, même pas 3 4 ans, mais grand max, même nos grands-parents, n'utiliseront plus Google, et ça ira directement peut-être ou du cloud. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir, vite monter dans le train et s'adapter le plus vite possible si on veut, dépasser la tout à fait. Mmh. Excellent. Pour finir, si tu avais, je sais pas, Célien, bon, c'est la phrase classique, mais je suis curieux de voir ta réponse. Tu devais dire, un mot aux Céliens, qui, se faisait des plans sur la comète, à acheter des locaux, quand tu étais encore en études avec tes collègues, qu'est-ce que tu lui dirais? OK, excellent, ben, on va Excellent. finir. Bah, sur ces magnifiques mots. Et bah, juste, Célian, s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast, qui voudrait soutenir, Winoble, donner de la force et tout, on peut le rediriger vers quoi? Sur mon iClose et sur mon LinkedIn. Bah, Parfait. parfait, je mettrai tous ces liens-là, dans la bio du podcast. Bon, bah, en tout cas, super épisode. Merci à vous d'être là et puis merci, aux gens qui nous écoutent et puis, si c'est tout bon pour vous, ben, on se dit, à la semaine prochaine pour les gens qui nous écoutent et puis, allez, ciao. Allez, De ciao. rien, ciao.